La médecine moderne fait des choses incroyables, n'est-ce pas? Elle sauve des enfants qui, il y a quelques décennies, n'auraient eu aucune chance. Mais voilà, parfois cette victoire a un coût, un prix à payer, un prix caché, qui ne se révèle que bien des années plus tard. Cette question, elle est brutale. Qu'est-ce qu'on fait quand le traitement qui sauve une vie risque en même temps de compromettre un avenir familial? Et ça, ce n'est pas de la théorie. C'est un dilemme bien réel qui se joue tous les jours dans les couloirs des hôpitaux. C'est ce mélange incroyable de joie face à la guérison et d'angoisse pour ce que sera la vie après. Bon, alors pour y voir plus clair, voilà le plan de route. D'abord, on va se pencher sur ce fameux coup caché. Ensuite, on verra la solution que la science propose, une vraie lueur d'espoir. Puis on se demandera pour qui est-ce vraiment, qui sont les experts impliqués. Et enfin, on regardera comment on encadre tout ça. C'est parti. Alors, le cœur du problème, c'est un vrai paradoxe. Il faut imaginer que les armes les plus puissantes pour combattre la maladie, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie, peuvent avoir un effet secondaire terrible. On dit qu'elles sont gonadotoxiques. C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose de très simple et de très dur. Elles peuvent détruire la fertilité. Et la conséquence médicale, elle porte un nom, l'azoospermie. Derrière ce terme un peu clinique, la réalité est très humaine. Ça signifie l'absence totale et définitive de spermatozoïdes à l'âge adulte. Autrement dit, la fin de la possibilité d'avoir un enfant naturellement. Et ce graphique, il est sans appel. Il montre à quel point c'est une question de dosage. À faible dose, ok, le risque est là, 11%. Mais quand il faut frapper fort pour guérir, et souvent on n'a pas le choix, regardez la deuxième barre, on ne parle plus d'un risque, on parle d'une certitude. 100%, c'est le prix de la survie. Bon, le constat est lourd. Mais face à ce qui pourrait sembler être une fatalité, la science apporte une réponse. Et ce n'est pas un petit ajustement, c'est une vraie révolution. Cette réponse, c'est la cryoconservation, une promesse de mettre l'avenir en sécurité. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Regardez ce chiffre. Plus de 3000 garçons ont déjà eu recours à cette procédure. Mais ce qui est encore plus fou, c'est la vitesse à laquelle ça se développe. Ce chiffre a plus que doublé en seulement 5 ans. Ça prouve bien qu'on est en train de changer complètement d'approche. Alors comment ça marche? L'idée est d'une simplicité, géniale. C'est comme une police d'assurance biologique. Le principe, c'est de prélever un tout petit bout de tissu qui contient les précieuses cellules souches avant que le traitement ne fasse des dégâts. On congèle ce tissu et il devient une sorte de capsule temporelle, un espoir mis en pause pour l'avenir. Le processus se déroule en 3 étapes assez claires. D'abord, une petite intervention pour prélever l'échantillon, ensuite une congélation de très haute technologie pour le conserver pendant des décennies s'il le faut, et enfin, l'étape la plus importante, celle de l'espoir, la possibilité de l'utiliser des années plus tard pour essayer de restaurer la fertilité. C'est une technique pleine de promesses, on l'a bien compris. Mais est-ce que c'est pour tout le monde? Non, bien sûr. Et c'est là qu'on arrive à une question essentielle, à la fois médicale et éthique. Comment on décide qui est éligible? Comment on identifie les patients qui en ont vraiment besoin? Eh bien, la réponse, elle est dans une évaluation très rigoureuse du risque. On voit bien ici qu'il y a des seuils. Pour certains traitements, le risque est jugé plus faible. Mais pour d'autres, beaucoup plus agressifs, comme les grosses chimiothérapies ou les greffes de moelle osseuse, le risque est tellement élevé que la question de préserver la fertilité devient une évidence. C'est une sorte de cartographie pour éclairer la décision. Une décision aussi importante, qui touche à la vie, au corps, à l'avenir, ça ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. C'est beaucoup trop lourd. Ça demande une intelligence collective, une discussion entre de nombreux experts. C'est ce qu'on appelle l'approche multidisciplinaire. Et au cœur de cette approche, il y a un principe absolument fondamental, le dialogue. Cette citation le dit très bien. Avant même de parler de technique, il y a un droit à l'information. Chaque famille doit savoir quels sont les risques et quelles sont les solutions. C'est la base de tout. C'est ce qui fait qu'on n'est pas juste dans la technique, mais dans une médecine humaine. Et voilà à quoi ressemble cette intelligence collective. Regardez cette liste. Ce n'est pas juste une série de médecins, c'est un véritable réseau de sécurité tissé autour de l'enfant et de sa famille. On a l'oncologue, le chirurgien bien sûr, mais aussi les experts du labo, le psychologue pour le soutien, le généticien et même un éthicien. C'est une vision à 360 degrés du soin. Forcément, pour déployer une procédure aussi nouvelle et complexe partout dans le monde, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut un cadre, des règles claires. C'est tout l'objectif des recommandations de l'ESHRE. C'est un peu le mode d'emploi pour s'assurer que tout soit fait de la meilleure façon possible. Et le but ultime de ces recommandations, il est à la fois simple et très puissant. C'est de garantir les mêmes soins de haute qualité pour tout le monde. Qu'un enfant soit soigné à Lyon, à Montréal ou à Sydney, il doit avoir accès exactement au même niveau de sécurité, d'éthique et de savoir-faire. C'est la promesse d'un soin juste et équitable. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question immense qui va définir la médecine de demain. Sauver des vies, on sait le faire de mieux en mieux, c'est formidable. Mais le vrai défi maintenant, c'est de s'assurer que ces vies sauvées soient des vies pleines et entières.
L'enjeu, ce n'est plus seulement d'ajouter des années à la vie, mais bien d'ajouter de la vie aux années.